Alors, on va commencer la conférence proprement dite. Alors, je voudrais commencer par vous dire qu'hier, je me suis rendu à Notre-Dame. Bon, à distance, bien entendu, on ne peut pas passer. C'est en travaux. Il y a 2 énormes grues très hautes qui ont remplacé la flèche de Notre-Dame qui est tombée. Et on voit qu'ils descendent des matériaux, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et à part la rosace que l'on voit, enfin celle que j'ai vue du côté où j'étais, tous les autres vitraux ont disparu. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont été détruits ou si c'est parce qu'ils ont été démontés. Je ne sais pas, on verra par la suite. Donc pour la suite, justement, on va essayer de cerner cette suite au travers de la conférence. Donc l'incendie de Notre-Dame et la théorie du complot. Bon, évidemment, c'est un titre qui est un petit peu provocateur, ce qui de ma part ne vous surprendra pas. Alors je voudrais commencer par 2 citations qui, à mon avis, illustrent parfaitement ce drame. L'une, je cite, « La seule église qui illumine est celle qui brûle. » Vous ne trouvez pas que c'est d'actualité, ça? Alors, c'est une déclaration qui est attribuée au révolutionnaire marxiste Kropotkin, qui a été reprise par le rouge espagnol Bonaventure Durruti lors de la guerre civile d'Espagne de 1936. Donc, au travers de cette déclaration, on cerne la haine de ces milieux-là envers ce que représente la religion catholique. Et puis, il y a l'autre qui est plus connue, celle de Voltaire, quand il disait « Écrasons l'infâme », faisant allusion au Christ. Et vous allez voir au travers du déroulement de cette conférence à quel point ces 2 déclarations collent avec notre sujet et avec ce qu'il y a derrière. Et chose intéressante aussi à remarquer, c'est que lorsque l'on entend Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans son entretien du 25 mai, déclaré après l'incendie de Notre-Dame, mais c'était à propos des Gilets jaunes, donc apparemment c'était un peu décalé, et ça vaut la peine tout de même de s'y référer. Il disait « Nous sommes avant toute chose des enfants des Lumières ». Enfants des Lumières? Voltaire, par exemple. Donc voilà sous quelle égide se place Macron. Voltaire, qui disait « Écraserons l'infâme ». Tout un programme. Il y a là donc comme une espèce de message crypté pour initier de la part de M. Emmanuel Macron, dont on connaît les origines et son appartenance à la maçonnerie, qu'il a bien placardé lorsque, au soir de son élection présidentielle. Rappelez-vous, avec en toile de fond la pyramide du Louvre. C'est pas la pyramide du Louvre qui a brûlé, c'est Notre-Dame. C'est donc à la lumière de ces déclarations éclairantes et des faits que j'entends analyser qu'il faut voir le sens de ce drame. Et incontestablement, il y aura un avant et un après l'incendie. Cet incendie, on peut dire, quand on a vu tout de même les premières réactions, seulement d'hommes politiques, même très surprenantes d'ailleurs, et de nombre de citoyens français, ça a été un choc.
comme si brusquement les Français étaient réveillés de leur léthargie dans laquelle ils étaient plongés, en se disant mais flûte, ah mais c'est notre symbole national qui a failli disparaître. Il y a eu comme une espèce de prise de conscience, on ne sait pas jusqu'où cela pourra aller, mais il y aura un après, en tout cas. Alors, au-delà de l'origine accidentelle ou criminelle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, survenue après de nombreuses dégradations, incendies, profanations d'églises à travers la France, cet incendie de Notre-Dame de Paris prend toute sa signification. Et je voudrais tout de même y voir comme un symbole. D'une part, le symbole de l'Église moderniste, qui a perdu tout sens missionnaire pour se soumettre aux lois du nouveau Sanhédrin. Et là, le hasard des choses fait tout de même bien les choses. Le hasard a fait que j'ai vu apparaître une information quelque peu étrange. C'était l'annonce d'une réunion toute récente qui a eu lieu du 17 au 19 avril à la Sainte-Baume, près de Toulon. Le thème était la découverte de nos racines. Pourquoi pas? Mais là où les choses étaient tout de même moins admissibles, c'est quand on se rendait compte que cette invocation engageait à défendre le judaïsme, découvrir le judaïsme, conférences, témoignages, danse israélienne, louanges, prières, temps fraternel. Bon, là encore, passons. Si ces gens-là tiennent à leurs racines, c'est humain, on peut le comprendre. Mais là, ce n'est plus du tout normal, c'est qu'à cette réunion était associée la présence de Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon. Que venait faire un évêque de l'Église catholique pour célébrer les racines juives? Voulez-vous me le dire? Tel est l'incendie qui ravage l'Église aujourd'hui, moderniste. Or, ces évêques, et pas simplement ce malheureux Monseigneur Dominique Rey, pourtant réputé comme un des moins mauvais évêques de France, ne tiennent aucun compte de tous les textes blasphématoires du Talmud, que l'on connaît, ne tiennent aucun compte d'un certain nombre de déclarations de rabbins que j'ai déjà citées à de multiples reprises, dont le rabbin Ronchaya et le fameux rabbin Touitou, que je vais encore une fois citer. Voilà ce qu'il disait. C'est dans une vidéo, c'était lors d'une leçon rabbinique qu'il donnait, le 1er juillet 2015. Même très récent. Et il disait ceci: le Mashiach, le Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, cela annonce la venue du Messie. Et pourquoi nos évêques, et notamment cet évêque de Toulon-Fréjus, ne connaît pas ces textes?
et s'associe à ce genre de parodie. Vous n'auriez pas envie de lui écrire? Vous n'auriez pas envie de lui écrire? Parce que ces gens-là ne comprennent que quand on leur tape dessus. Donc c'est la démonstration absolue par ce genre de déclaration, notamment du rabbin de Witou, que comme je l'explique régulièrement, le judaïsme se sert du monde musulman pour tenter de nous détruire. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, allez vous coucher. Et cela sans oublier, bien entendu, l'attitude constamment hostile aux communautés chrétiennes au Moyen-Orient, et notamment dans les territoires occupés de Palestine. Donc, quand on voit cet aplatissement des clercs devant le judaïsme, cela constitue une véritable apostasie envers celui qu'ils sont censés défendre. Autre petit clin d'œil tout de même des événements. Il faut tenir compte des détails dans l'histoire. Ça explique beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qui ont leur signification. Avez-vous vu cette image de l'intérieur de Notre-Dame après l'effondrement de la voûte, où l'autel moderniste qui sert à la célébration du nouvel ordo a été enseveli par des décombres? Mais l'ancien autel, avec la croix et la statue de la Vierge, est resté intact. C'est pas un message, ça? Et puis il y a le deuxième volet du symbole que représente l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'incendie qui couve et dont la charpente chrétienne, nationale et ethnique de la France est en train d'être consumée lentement. Il y a des événements qui se produisent dans l'histoire qui sont comme des coups de semonce au peuple. Reste à savoir si les peuples sont capables de comprendre le sens du message. Et alors, je voudrais revenir à certaines déclarations. Premièrement, la déclaration absolument plate, inadéquate du Vatican pour regretter l'incendie de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait tout de même moyen de faire mieux. Mais encore faudrait-il croire. On se demande combien parmi les hauts dignitaires de l'Église croient aujourd'hui encore à ce qu'ils représentent. Et puis, il y a eu la déclaration d'un certain Laurent Nunez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Laurent Nunez, adjoint de M. Castaner, ou Castagnère, vu ses origines espagnoles, et peut-être autre chose aussi. Et c'est très intéressant parce qu'il affirmait ceci. Peut-être l'avez-vous vu vous-même, comme je l'ai vu à la télévision. La structure de Notre-Dame est définitivement endommagée. En clair, ça veut dire quoi, ça? Ah, mais pour la sécurité des riverains, on va être obligé d'abattre Notre-Dame. Ah, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Vous voyez comment une petite phrase de la part de certains individus, où qu'ils soient placés, et là, bien placés, ministère de l'Intérieur,
c'est tout un message concernant leurs intentions profondes et qui doit nous guider dans l'analyse de ce drame, sur les responsabilités de ce drame. Et alors, rappelez-vous aussi cette déclaration d'Emmanuel Macron, tout de suite après, promettant que l'on allait reconstruire très vite Notre-Dame pour être prêt pour les Jeux Olympiques. Mais, je cite, en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Vous avez compris ou vous avez besoin d'un dessin? Symboliquement de l'évolution du monde. Où est le monde aujourd'hui au point de vue symbole? Quels sont les symboles qui s'imposent? Et alors, cerise sur le gâteau, qu'est-ce que l'on est touché au plus profond de nous-mêmes quand on voit les principales obédiences maçonniques s'associer à notre drame et proposer d'aider à la reconstruction sous l'égide de M. Macron, en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Est-ce que je suis assez clair? Nous sommes donc, avec ce drame, devant une double tentative. Une tentative de destruction matérielle éventuelle, pour cause de sécurité, et une destruction symbolique du sens de Notre-Dame. Ce serait une transmutation de symbolisme de chrétien à judéo-maçonnique. Et je ne sais pas, parmi vous, il y a plusieurs qui sont abonnés à notre lettre d'information. Dernier numéro, c'est notre amie Diane qui m'a fourni le document, qui est très parlant. C'est la photo une rosace de Notre-Dame d'Amiens, où vous avez un magnifique pentagramme inversé, donc la pointe vers le bas, qui est un symbole satanique. Voulez-vous que Notre-Dame de Paris soit construite au nom de ce symbolisme de l'évolution du monde moderne? Parce que c'est ça qui est sous-jacent avec les déclarations de Macron. Bon. Nous allons venir maintenant à l'analyse de l'incendie, pour essayer de comprendre comment cela a pu se produire et ce que cela implique. Alors, premièrement, comment se fait-il que dans les minutes qui ont suivi, tous les médias ont dit « ce n'est pas un incendie criminel ». Comment pouvaient-ils le savoir sans qu'il y ait eu encore la moindre enquête? Comme s'ils répondaient à un mot d'ordre qu'on leur avait donné. Ce n'est pas criminel, passez, il n'y a rien à voir. Est-ce que cette rapidité d'explication ou de prétendue explication du drame ne vous évoque pas un précédent? Non? Non? Le 11 septembre, bravo. Et en quoi ça a une parenté? Qu'est-ce que les autorités américaines nous avaient dit dans les heures, ou plutôt les minutes qui ont suivi le drame? Des tours. Qu'on connaissait l'identité des criminels parce qu'on avait trouvé leur passeport dans les décombres. Ah bon. Quand on a vu les images de démolition des 2-3 tours avec incendie,
mais qu'on n'avait pas trouvé les boîtes neuves des avions. Vraiment, quelle police américaine extraordinaire. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fiche un petit peu de vous? Et là, ce sont les mégots qu'on a trouvés. Que c'est... On dirait que plus c'est gros, plus ça passe. Où est l'esprit critique des gens, des peuples? C'est fabuleux. Les passeports se sont transformés en mégots. Une autre information qui fait réfléchir, que j'ai vue personnellement, parce que je me suis attaché à voir tous les bulletins dans les heures qui ont suivi, et même les jours qui ont suivi, sur la chaîne LCI, qui annonçait que 2 foyers d'incendie avaient été repérés à Notre-Dame. 2 foyers? Ah bon. Et on nous dit que ce n'est pas criminel. Quand il y a un incendie de forêt, et qu'on nous dit qu'il y a plusieurs foyers qui sont partis en même temps, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu une main criminelle. Il me semble qu'on peut en dire autant pour Notre-Dame. Troisièmement, et c'est là que ça commence à devenir très intéressant, c'est quand on écoute les déclarations de l'ancien ingénieur en chef de la cathédrale pendant 13 ans, M. Benjamin Mouton. Et je dois lui tirer mon chapeau pour la clarté de ses explications et son courage. C'était sur le direct de LCI, le 16 avril. Il était interviewé par une vieille connaissance, David Pujadas. Et M. Mouton disait qu'il était, je cite, « il était impossible qu'une étincelle ou l'usage d'un chalumeau interdit sur le chantier ait pu être la cause de l'incendie. » Il affirmait que la charpente en vieux chêne de plus de 800 ans, extrêmement dure, ne pouvait flamber comme une allumette, ce qui a été le cas. Et il s'interrogeait sur les causes de l'incendie, car, rappelait-il, la protection incendie mise en place dans la cathédrale était à son plus haut niveau lorsque je me suis occupé de la détection incendie, qui a été un dispositif très onéreux. Il fallait très peu de minutes pour qu'un agent aille faire la levée du doute. Nous avons fait remplacer de nombreuses portes en bois par des portes coupe-feu. Nous avons éliminé tous les appareils électriques qui étaient interdits dans les combles, précisait M. Benjamin Mouton. Dans une autre déclaration, dans une revue du bâtiment qui s'appelle Bâti Actu. Bâti Actu. Et alors aussi, information du tout début. C'est au début qu'il faut capter les informations, c'est pas par la suite, parce que la censure passe. Hein. Avez-vous repéré cette information qui évoquait qu'il y avait eu un double bug informatique, comme c'est curieux, au niveau de la détection du départ d'incendie à Notre-Dame et au niveau de l'avertissement des pompiers. Ce qui a retardé évidemment l'intervention des pompiers. C'est donc une curieuse coïncidence fort dommageable qui aurait pu conduire au désastre et justifier ce que ce bon monsieur Laurent Nunez nous annonçait, que la structure était définitivement endommagée. Et alors il était intéressant de voir aussi ce très bon monsieur David Pujadas essayer de pousser monsieur Mouton dans ses retranchements pour essayer de lui faire dire que l'incendie était criminel. Parce que vous vous doutez bien, connaissant le Pujadas en question, que si M. Mouton avait dit que pour lui c'était d'origine criminelle, ce qui coulait de source d'après ce qu'il avait dit, M.
Pujadas a dit quoi? Mais c'est encore la théorie du complot, etc., etc., etc. Vous êtes des complotistes, vous êtes un complotiste, monsieur. Monsieur Mouton, très prudemment, a dit, écoutez, je n'ai pas d'explication, mais voilà les faits, c'est pas possible. Et en plus de ça, se doutant du piège, Monsieur Mouton confirmait ses propos par ceux de son successeur, Philippe Villeneuve, qui lui aussi se déclarait totalement incrédule quant à la thèse officielle. C'est pas possible. Les travaux n'avaient pas encore démarré, l'on était en train de monter encore les échafaudages, témoignait-il. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais connu un incendie de cette sorte. Ce qui marquait bien tout de même le caractère insolite, inhabituel de l'incendie. Un autre expert, j'ai vu tout ça sur Internet, je n'ai rien inventé. Vous avez pu le voir vous aussi, je suppose. Disait ceci, encore sur Bâti Actu, cette revue, des gens de la profession. L'incendie n'a pas pu partir d'un court-circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant. Un autre témoignage encore, disait « Je pense que ce n'est pas un accident. Ancienne étudiante de l'école du Louvre, diplômée de l'histoire de l'art, j'ai visité la charpente de Notre-Dame avec des architectes des bâtiments de France il y a plusieurs années. Chaque intervention est toujours accompagnée par des historiens, des architectes, des experts. Aucun travaux n'est envisagé sans une prudence extrême, pas de source de chaleur, pas de chalumeau, pas d'appareil électrique, un système d'alarme performant et une surveillance très stricte. Et cette personne terminait en disant « Je pense que nous finirons par apprendre que c'est un incendie criminel ». Tel est donc le faisceau de témoignages et de questions qui accréditent la thèse criminelle de cet incendie et qui dément formellement la thèse officielle. Comme je disais au début, disaient les médias, ce n'est pas criminel. Voilà ce que des experts viennent contredire. Et alors, vient toujours l'éternelle question, comme disaient les anciens, comme disaient les Romains, qui bono? À qui profite le crime? Et alors là, justement, commence une manipulation. Vous avez dû voir, comme je l'ai vu, un certain nombre d'informations sur les médias faisant état de déclarations de musulmans se réjouissant du désastre. C'est curieux parce que moi, par les contacts que j'ai reçu des témoignages de musulmans incitant les chrétiens à défendre leurs symboles et leur religion. Alors qu'est-ce que c'est que ces musulmans dont nous parlent les médias? J'en parlais dernièrement, je crois que c'était avec vous, Diane, pas plus tard qu'hier soir, justement. On sait qu'il y a des activistes juifs qui prennent des pseudo-musulmans pour lancer leurs insanités. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin d'avoir les cathos pour se battre pour eux contre l'islam qui commence à leur faire peur alors que c'est eux qui nous l'ont amené. Donc, attention à la manipulation. Et alors, troisième fait tout de même qui interpelle, comme on dit, c'est le rapport entre cet incendie et le projet immobilier que l'on connaît depuis décembre 2016. Ah, comme c'est curieux. Oh, une coïncidence, sans doute. Donc, je répète la question. Qui bono, à qui profite le crime?
Et alors, sur ces entrefaites, vraiment, les hasards de la vie sont tout de même curieux, c'est qu'on apprenait qu'au même moment où flambait Notre-Dame, un incendie se déclarait à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, 3e site religieux de l'islam, et pierre d'achoppement avec Israël. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est le magazine américain Newsweek qui le signale, qui l'a signalé le jour même de l'incendie de Notre-Dame. C'est même curieux. Et alors, je ne sais pas si vous avez fait ce rapport, mais tout de même, n'est-il pas étrange que cet incendie se soit déclaré au début de la Semaine Sainte, qui représente quoi? La crucifixion du Christ et la suite, sa résurrection. Ce que le Sanhédrin n'a jamais accepté. D'où la question, cui bono, à qui profite le crime? Et alors là, c'est vraiment l'enchaînement des informations qui est extraordinaire, qui est comme si vraiment on était devant un tableau en phase d'élaboration où il y a une petite touche là, une petite touche là, une petite touche là, et petit à petit le schéma que doit représenter le tableau apparaît. Cette déclaration, je ne sais pas si vous l'avez vue, de Baruch Marzel, dirigeant du parti israélien Otzma Yehudit. L'avez-vous vu? Il se réjouissait de l'incendie, considérant, je cite, que c'était une punition divine car le Talmud avait été brûlé devant cette cathédrale en l'an 1200. C'est-à-dire du temps de Saint-Louis. Rappelez-vous ce qu'avait dit, et que j'ai signalé déjà, un certain Éric Zemmour, qui, parlant de Saint-Louis, l'appelait le roi juif. Il faut le faire. Il faut le faire, surtout que quand j'ai fait ma conférence, c'était en décembre dernier, rappelez-vous, sur la zémourisation de nos milieux, il avait aussi rajouté qu'il souhaitait que Israël devienne la France et que la France devienne Israël. Je ne l'ai pas inventé. C'est dans son livre Un destin français. Un destin français. Ah oui, bon d'accord. Et rappelez-vous comment j'étais rentré dans le chou d'un certain Hervé Ryssen, bravo. Qui étrangement pourtant s'était fait connaître par un certain nombre de livres à connotation franchement antisémite. Tout de même curieux. Que vient faire cet Hervé Ryssen avec son passé quelque peu antisémite pour venir applaudir ces déclarations de Zemmour? Il y a un problème là. Il fait partie de ceux, on y faisait allusion tout à l'heure, de ceux qui veulent me casser la figure. Mais qui viennent? Qui viennent? Je ne vais pas leur répondre que je vais lui casser la figure, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, tous ceux qui me promettent ça, que quand ils font cette déclaration, ils apportent la démonstration qu'ils sont incapables de répondre à mes analyses et aux faits que je dénonce. Donc, je les remercie. Alors, venons-en maintenant à l'incendie proprement dit, à sa faisabilité. Comment peut-on expliquer l'explosion et la rapidité de cet incendie, tel un feu de paille?
Plusieurs thèses ont fait leur apparition et nous allons essayer de faire une petite enquête policière. On va jouer à Sherlock Holmes. C'est pas un jeu. Donc il y a eu plusieurs thèses qui ont fait leur apparition et que je vais essayer d'analyser avec vous. Pour certains, ce serait un signe de châtiment divin devant la perte de foi des Français. Voilà. Perte de foi des Français, c'est évident, pas de problème. Mais châtiment divin, s'il devait y avoir un châtiment divin, je pense qu'il y aurait d'autres pistes tout de même. Les foudres du ciel auraient pu s'abattre sur un certain nombre de responsables politiques et religieux en France. Commencer par un certain Emmanuel Macron. Ou à Rome. Donc cette thèse-là me semble un petit peu douteuse. Et je vous rappellerai tout de même ce symbole étrange de l'hôtel du Nouvel Ordo, enseveli par les décombres, alors que l'était le vieil hôtel d'origine, avec la croix et la statue de la Vierge, sont sortis indemnes du désastre. Alors là, on peut dire qu'il y a eu une intervention divine, oui. Autre thèse, on a parlé d'explosifs placés dans la charpente et activés pour engendrer l'incendie. Mais imaginez tout de même, compte tenu de cette charpente en chêne réputée un bois très dur, qui plus est de 800 ans, comment est-ce qu'un explosif aurait pu faire partir le feu comme un feu d'allumette? C'est pas possible. L'explosion aurait pu faire s'effondrer la charpente, ça oui. Alors là, ça devenait tellement criard que c'était un acte criminel que c'était pas une thèse que l'on pouvait retenir. Donc l'explication pour cet incendie et sa rapidité doit être recherchée ailleurs. Et alors, regardez aussi, encore une fois, à quel point les médias et ceux qui sont des médias vous prennent pour des crétins. J'évite un autre mot plus trivial. Quand on vient vous dire « Ah oui, mais on a découvert des mégots ». Des mégots alors qu'on a vu comment ça a flambé. Et là encore, petit rappel avec le 11 septembre 2001, on avait retrouvé les passeports, mais pas les boîtes noires des appareils. C'est fabuleux. Vraiment. À quel point ils prennent les Français pour des couillons. Et ça marche. Et ça marche. Alors vous voyez des trucs comme ça. Pourquoi croyez-vous? Je suis quelqu'un de très méticuleux. Vous avez pu vous en rendre compte. Ce sont des petits détails comme ça que vous devez soulever autour de vous pour dire, écoutez, vous n'avez pas compris, on se fout de vous. Alors je vous prie de transmettre. Petit retour sur le 11 septembre. Pourquoi croyez-vous que les boîtes noires n'ont pas été trouvées? Il n'y a pas eu d'avion. Alors il y a deux hypothèses. Ou bien parce que, surtout, il ne fallait pas savoir ce qu'il y avait dans les boîtes noires, qui aurait expliqué le bobard des autorités américaines, ou bien, et c'est la thèse de plus en plus en vogue aujourd'hui, de près d'un certain nombre de spécialistes, c'est qu'il n'y avait pas d'avion. C'est un hologramme. Ça peut paraître énorme, mais vraiment cette histoire du 11 septembre est un cas dans l'histoire, au point de vue manipulation des foules. Donc je vous laisse réfléchir sur tout ça, cogiter, en tirer le parti que vous voudrez bien en tirer. Et alors, il y a une autre piste qui commence à émerger à la suite de nouvelles informations qui me semblent beaucoup plus intéressantes à suivre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là aussi tout ça, je l'ai vu sur Internet. On trouve tout sur Internet à condition d'être attentif.
Et rapidement, et prendre note très rapidement. Il s'agit d'une information qui rappelle, je cite, qu'en février dernier, l'incendie a eu lieu le 15 avril. En février dernier, la charpente a été traitée, c'est sur la 2, a été traitée contre les insectes avec un gel. Voulez-vous me dire ce que vient faire un traitement contre les insectes sur une charpente qui a plus de 800 ans? Comme si c'était seulement aujourd'hui que les insectes pouvaient l'attaquer. Vous n'avez pas l'impression aussi d'être de plus en plus couillon? Je m'excuse de vous traiter comme ça, enfin, à travers vous, ce sont les autres que je traite. Ceux qui n'ont rien compris ou qui ne veulent rien comprendre. C'est tellement plus tranquille. On ne regarde pas, on ne voit pas, on n'entend pas. En février dernier, la charpente a été traitée contre les insectes avec un gel. Et c'est seulement aujourd'hui que cette malheureuse charpente pourrait être attaquée par des insectes. Alors, et on me dira, oui, mais les insectes sont beaucoup plus virulents aujourd'hui. Et les Français sont beaucoup plus cons aussi. Il n'y a pas que les insectes qui sont virulents. Alors, il y a tout de même des choses très curieuses à propos de cette thèse. Et ça, ce sont des témoignages des spécialistes qui ont constaté un phénomène curieux lors du départ du feu. C'est d'une part la rapidité du feu, mais aussi que le feu a commencé par augmenter au moment où les pompiers commençaient à arroser la structure. C'est très curieux ça. Comment expliquer ça? Et apparemment, c'est un fait qui est connu. Chez les pompiers, c'est connu. Alors bon, je vais être un petit peu technique parce que j'ai trouvé ça justement, là encore une fois sur Internet, c'est très technique et ça vaut la peine de se pencher un peu sur cette explication. On sait que quand le chêne, quand on essaye de faire flamber le chêne, comme dans une cheminée, en fait le chêne ne fait pas de grandes flammes. Il rougeoie et c'est ce qui fait que c'est un bois très utile pour chauffer dans les cheminées, c'est que ça dure très longtemps. C'est pas un bois qui brûle comme ça rapidement, comme un feu de paille. Un feu qui dure, sans grande flamme. Et alors là, chose intéressante, c'est que, toujours dans les informations que j'ai pu trouver sur Internet, est signalée la présence sur la toiture d'une silhouette, juste avant le départ des incendies. Curieux. Bon, continuons. Bon, comment est-ce que cela a pu se faire? Et là, on en est malheureusement réduit aux hypothèses. Il y a eu une entreprise qui a été chargée de traiter les poutres avec ce gel. Si c'était cette entreprise qui a fait le traitement, qui avait produit ce produit inflammable, apparemment, il eût été difficile à l'intérieur de l'entreprise que le secret quant aux capacités d'inflammation du produit reste secret. D'où une hypothèse qui apparaît aujourd'hui, qui me semble crédible, c'est que l'entreprise qui a été chargée d'enduire les poutres avec le produit, on lui a fourni le produit. On, c'est qui? Alors le produit en question serait, vous l'avez vu je suppose, parce qu'on en a tout de même pas mal parlé, du type thermite. C'est un composé d'oxyde de fer et d'oxyde d'aluminium qui donne une couleur acajou lors de la pulvérisation sur les poutres, et d'où les couleurs et flammes jaune-orangé de l'incendie. Si cette explication est véridique,
Il suffisait d'une source thermique générant une chaleur de 2200 degrés pour allumer la charpente préalablement traitée avec ce produit X. Ce qui pourrait expliquer la présence de cette silhouette qu'on voit sur un certain nombre de documents. Et ainsi, une fois activée, toute la charpente pouvait s'embraser d'un seul coup, du fait du produit, de cet enduit, de ce gel. Alors techniquement, la présence de l'eau, justement au moment du départ de l'incendie, fait que l'eau se catalyse au-dessus de 1100 degrés et se multiplie par deux. Ce qui augmente encore plus. En fait, le problème, c'est que la catalyse de l'eau produit deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène, ce qui aide au développement de l'incendie. Très technique, je vous livre ce que j'ai pu trouver, parce que ça explique assez bien tout de même la faisabilité de la chose. Et il est évident que si une enquête honnête devait être diligentée, je pense qu'avec les décombres qui se trouvent à l'intérieur, sur le sol de la cathédrale, on devrait trouver tout de même des traces de ce genre de produit. Le problème, y aura-t-il une enquête? Sera-t-elle honnête? Je vous laisse y répondre. Et c'est comme ça qu'on en arrive à l'hypothèse d'un crime d'État. Crime d'État, oui, mais lequel ou lesquels? Et rappelez-vous ma conférence, j'en ai déjà traité au sujet de nombreux attentats sous fausse bannière. À chaque fois qu'il y a un certain type d'attentat, et en l'occurrence il s'agissait de terroristes islamiques, la plupart du temps, ces terroristes, si ce n'est pas toujours, sont liquidés avant toute enquête. Tout de même dérangeant si on veut remonter à ceux qui ont donné les ordres. C'est sans doute pour ceux-là qui sont liquidés. Ceci étant posé, quelle serait la motivation pour le déclenchement de ce drame? Moi, je ne vois que deux pistes possibles. Une piste idéologique, la haine. Comme l'a expliqué ce dirigeant de parti israélien, que j'ai cité tout à l'heure, faisant allusion à l'autodafé des Talmuds devant le parvis de Notre-Dame de Paris du temps de Saint-Louis. Et cela correspond tellement bien avec tous les attentats, les profanations. Rien qu'en 2017, dernier chiffre recensé, il y a eu 878 profanations d'églises en France. 878. En avez-vous entendu parler? Alors que le moindre, soi-disant, attentat antisémite, ça fait la une des médias. Donc cela se passe dans la plus grande discrétion, avec la complicité des pouvoirs publics et celle de l'épiscopat français. C'est même curieux que l'Église catholique soit aujourd'hui, au travers de ses symboles, prise en ligne de mire aussi systématiquement avec le point culminant de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cela devrait nous amener à réfléchir aux commanditaires. L'autre piste, j'y ai fait un petit peu allusion tout à l'heure, l'autre piste concerne les intérêts financiers colossaux qui peuvent être en jeu, qui correspondent justement à l'annonce qui avait été faite en décembre 2016. Alors, c'était du temps et par François Hollande, avec la maire de Paris Anne Hidalgo, avec l'architecte Dominique Perrault
et Philippe Bellaval, président du Centre des monuments historiques, sur, je cite, ce que pourrait être la place de l'île de la Cité à l'horizon des 25 prochaines années. Donc, s'entendait déjà une modification de ce qu'est l'île Saint-Louis aujourd'hui, pour des motifs uniquement, strictement économiques. Et peut-être autre chose, comme on l'a vu derrière aussi. C'est une étude qui dura une année entière, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie et de l'industrie à l'époque. Je voudrais signaler aussi que André Azoulay, que vous savez, vous devriez savoir, qui est d'origine juive marocaine, qui maintenant est la patronne de l'UNESCO, était associé à ce projet. C'est tout de même curieux. Donc en fait, selon ce projet, il s'agissait d'accroître la valeur commerciale du site, mais sans tenir compte de la valeur patrimoniale, particulièrement spirituelle, de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame, pour ne plus être qu'une source de revenus supplémentaires. C'est ça la France d'aujourd'hui. Suppression de nos symboles religieux et faire du business. Alors, miraculeusement, rappelez-vous, les premières sœurs, à l'abri du choc émotionnel, parce que bien entendu, c'était leur petit cœur battant d'émotion qui les poussait à cela. Les millions et milliards d'euros qui ont été, enfin je dirais pas milliards d'euros, puisqu'on dépasse le milliard d'euros aujourd'hui, de toutes ces entreprises mondialistes françaises qui se sont jetées à corps perdu pour donner de l'argent, et voici, et encore. Quelle générosité! Mais qu'y a-t-il derrière? Et je répéterai encore la citation, ce que avait dit Macron à l'époque. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, ça dépend pour qui, et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Scrogneux! C'est moi qui commande. C'est-à-dire le temps nécessaire pour que les travaux soient terminés, en tout voulu pour les touristes des Jeux Olympiques et de l'exposition universelle prévue pour 2025. Business, business, business. Alors, comment est-ce que ces gens-là sont en train de manœuvrer? Le 17 avril, le Conseil des ministres prenait plusieurs décisions. Nommer l'ancien chef d'état-major des armées, le tréféal général Georges Lain. Je ne sais pas si l'histoire de l'affaire de Bouaké vous dit quelque chose encore. Reportez-vous, Bouaké, en Côte d'Ivoire. Faire adopter par le Parlement un projet de loi régissant la collecte des fonds qui seront versés à l'État et pas à une fondation à cet effet. Où va aller l'argent? Pour subventionner ou restaurer quoi? Exempter les procédures d'appel d'offres de lois de protection du patrimoine et de toutes les contraintes qui pourraient survenir et lancer un concours international d'architectes pour reconstruire Notre-Dame. Donc Notre-Dame n'est plus un symbole national. Ça devient une entité internationale, vestige des civilisations passées. Et surtout, étouffer tout débat
sur les causes de l'incendie afin d'éviter une enquête judiciaire qui vienne perturber le sujet. Si vous n'avez pas compris, eh bien j'essaierai de vous faire un dessin pour la prochaine fois. Et en effet, immédiatement, le nouveau procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, nommé sur intervention personnelle d'Emmanuel Macron, et le préfet de police, Didier Lallemand, dont on connaît les appartenances maçonniques, assuraient que la piste criminelle n'était pas privilégiée et que l'incendie était lié à un accident de chantier. Et en la litanie. Cela allait provoquer la levée de boucliers chez les experts du site, chez les pompiers, les artisans, les architectes, pour qui aucun élément de chantier n'était capable de provoquer un tel incendie à cet endroit et à cette vitesse. Ce déni de la piste criminelle tentait aussi d'écarter les interrogations sur un acte antichrétien dans le contexte des vandalismes de l'Église que je vous ai signalé. Pour éviter que l'hypothèse d'un acte volontaire, pour permettre la transformation de l'île de la Cité, ne soit examinée de plus près. On verrouille, on verrouille, on verrouille. Il verrouille. Aussi, le pire est à craindre lorsque le ministre de la Culture, Franck Reister, bon apôtre, promettait d'organiser un débat sur la reconstruction de la cathédrale, mais précisait que les décisions finales seraient prises en définitive par l'État. Alors, ça sert à quoi cette consultation ? Le grand débat. C'est comme... Oui, le grand débat, exactement. C'est ce que j'allais dire. Merci. Grand débat. Le débat national. L'essentiel, c'est le dialogue. Je dirais même qu'un pet de souris serait plus efficace. Et il insistait bien que Macron avait clairement annoncé sa volonté de déroger aux normes des marchés publics et de protection du patrimoine. Et cela en dépit d'un sondage de YouGov pour le Huffington Post et CNews, qui a été publié fin avril, selon lequel 54% des sondés souhaitaient la reconstruction à l'identique contre 25 qui se montraient favorables à un geste architectural, selon les souhaits de M. Macron. Non mais vous voyez comment tout ça, c'est palpable. On voit quelle est la volonté de transformer ce symbole qu'est Notre-Dame en autre chose. Donc cette promesse d'un grand débat sur le sujet évoque évidemment le grand débat national avec lequel on a promis ces malheureux gilets jaunes. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que devant l'intention évidente du pouvoir de modifier le caractère de Notre-Dame, le 28 avril 1170, conservateurs, architectes, français et étrangers ont publié une tribune dans le Figaro. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ils appelaient à la prudence au sens des responsabilités dans la restauration de la cathédrale, car, je cite, « sa restauration est un enjeu qui nous dépasse tous ». Et ils exhortaient Emmanuel Macron à, je cite, « ne pas dessaisir les experts du patrimoine ». Donc incontestablement, il y a une réaction des gens qui ont compris quelles étaient les intentions du pouvoir. Alors, ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est qu'au-delà de la qualité des signataires de cette pétition du monde entier,
de nombreux fonctionnaires français, conservateurs des monuments historiques, conservateurs des musées de province, conservateurs du Louvre, des grands musées nationaux, architectes des bâtiments de France, tous ont osé signer en donnant leur appartenance à tel ou tel ou tel organisme de l'État. Donc ils ont dérogé à la loi prudentielle de devoir de réserve, comme on dit pour l'armée. Donc ces gens ont eu du courage et je tiens à les saluer pour ce courage. Alors il sera intéressant de voir quelle va être l'attitude du pouvoir face à cette fronde. Est-ce que ces fonctionnaires vont être sanctionnés par le pouvoir? C'est intéressant de voir. Si c'était le cas, ce serait un scandale de plus de l'ère macronienne. Sans compter Macron, sans compter les autres avant. Et alors il y a aussi un fait tout de même assez extraordinaire. Ce sont les réactions de gens du côté de personnes auxquelles jamais on aurait imaginé que cela pouvait venir. Alors non seulement il y a eu les réactions des Républicains, mais de la France insoumise, de Mélenchon, du Parti communiste, du Parti socialiste, en dépit de la ligne politique antichrétienne de certains de ces partis. C'est pour ça que tout à l'heure, au début de cette conférence, je disais que, apparemment, cet incendie avait été un espèce d'électrochoc pour certains du monde politique français. Comme s'ils réalisaient brusquement que, en fait, c'était un symbole de notre histoire, comme un lien, justement, entre les Français au travers de l'histoire, par ce symbole. Et c'est ce symbole, justement, que le pouvoir d'aujourd'hui voudrait bien pouvoir détruire. Donc je tiens à souligner ça, même des partis athées se sont offusqués et ont regretté l'incendie de Notre-Dame. Il faut le signaler. Et il faut signaler aussi le très étrange silence du Rassemblement national de Madame Marine Le Pen et de ses lieutenants. Quand on connaît leur appartenance à l'international sioniste, cela n'a rien d'étonnant. Et il est évident qu'on ne peut pas mener deux combats à la fois faire la chasse aux antisémites au sein de ce qui en resterait, au sein du Rassemblement national, et défendre l'un de nos symboles national et religieux. Alors je voudrais tout de même rappeler un certain nombre de déclarations parce que ça explique beaucoup de choses aussi. Ça explique pourquoi dans les médias, je pense que vous l'avez constaté quand même, la part belle est faite au Rassemblement national et aux différents lieutenants de Marine Le Pen. Alors que François-Xavier Bellamy, bon on en parle, mais la proportion n'y est pas. Pourquoi ? Parce que Macron rêve de reconstituer le même cas de figure qu'en 2017, se retrouver seul face à Marine Le Pen. Le seul qui puisse faire l'union contre Macron et recueillir le maximum de voix, c'est incontestablement François-Xavier Bellamy. Et comme je l'ai dit tout à l'heure lors d'un entretien ce matin, que vous verrez prochainement sur Internet, ayant bien analysé les déclarations des uns et des autres, même si évidemment les Républicains, c'est pas notre tasse de thé, nous avons, et je me répète, c'est la même tactique que lors de 2017 quand nous avons appuyé François Fillon, nous avons besoin sur notre gauche d'un parti le plus à droite possible. Or, François-Xavier Bellamy, d'où vient-il ?
Il fait partie de ce nombre de personnes qui ont émergé au moment de la manif pour tous. En réaction, vous savez, contre le mariage pour tous. Et de là est sortie une structure que l'on appelle, qui n'est pas très connue, mais que l'on appelle Sens commun, qui est la partie droitière des Républicains. Donc incontestablement, avec la nomination de François-Xavier Bellamy comme représentant des Républicains pour les prochaines européennes, il s'agit là d'une droitisation des Républicains. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, je vous le dis, tout aussi nettement que je l'ai dit ce matin, nous voterons et ferons voter pour François-Xavier Bellamy. Qu'on ne vienne pas nous dire, comme certains me le disent à longueur de mail ou autre, « Ah oui, mais il est comme les autres, il va nous tromper, etc. » Ces gens-là sont des velléitaires, ils ne font jamais rien, ils sont à leurs pieds dans leurs pantoufles, ils s'attendent que ça leur tombe tout rôti du ciel bête. Je regrette beaucoup, ça ne viendra pas. Si on ne travaille pas, jamais on n'arrivera à changer les choses. Aide-toi, le ciel t'aidera. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois l'action. Donc, je voudrais signaler un certain nombre de représentants des Républicains qui confortent les raisons de ma décision, de notre décision. Celle de Brigitte Kuster, qui est une députée des Républicains, qui a affirmé « Les bâtisseurs des cathédrales travaillent pour l'éternité. » L'éternité. Pas pour le temps présent, pour l'éternité. Qui sommes-nous pour précipiter la rénovation de Notre-Dame et nous éloigner des règles d'urbanisme? Une autre députée des Républicains, Constance Le Grip, rapporte qu'elle avait tenté sans succès de faire insérer le mot « à l'identique » après le mot « restauration » pour empêcher des gestes architecturaux hasardeux. Ces déclarations, ça a tout de même un sens. Je n'ai rien entendu de semblable du côté du Rassemblement national. Aujourd'hui de Notre-Dame, ouais, c'est un fait divers. C'est un fait divers. Et alors, avez-vous remarqué une chose, cette tentative de récupération du symbole de Notre-Dame faite par les médias? Quand ils ont commencé à parler de l'incendie de Notre-Dame, pour essayer de définir ce que représente Notre-Dame pour les Français, quels sont les 3 thèmes qu'ils ont choisis? Le sacre de Napoléon, le roman de Victor Hugo, et le Te Deum pour la libération de Paris. Et alors à ce propos-là, je voudrais faire un petit rappel historique que vous trouverez d'ailleurs dans mon prochain livre sur De Gaulle. L'invective du père Panici. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça. Vous ne connaissez pas l'histoire de France, hein, quand même. L'invective du père Panici, c'était le 25 mars 1945, quand il dénonçait en chair de vérité à Notre-Dame de Paris ce régime d'abattoir qu'était l'épuration. Bien entendu, personne n'a fait ce rappel. Ce régime d'abattoir. Et vous verrez ce que c'était ce régime d'abattoir dans mon prochain livre sur De Gaulle, qui j'espère paraîtra pour la conférence de juin. Donc voilà, pour ces gens-là, Notre-Dame n'a commencé à exister qu'à partir de la Révolution. C'est un petit peu la thèse d'un certain Henri de Lesquen, pour lequel la nation française est née avec les déclarations des droits de l'homme de 1789. C'est la même ligne. Notre-Dame,
où ont eu lieu la plupart des mariages des rois de France, je ne connais pas. Notre-Dame ne doit être comprise qu'à la lumière des événements qui l'ont marquée sous l'égide de la République. Et alors, autre image que j'ai vue, que peut-être vous avez vue, ou tout au moins que vous auriez dû voir, à la télévision. Cette image où l'on voit Emmanuel Macron et Édouard Philippe se rendre sur les lieux de l'incendie, où on les voit tous les deux ricaner, avant de prendre la pause avec un air apitoyé devant les caméras officielles. Avez-vous vu l'image? Ça vous parle? À qui profite le crime? Alors ceux qui n'auraient pas vu cette image-là, vous le trouverez dans notre communiqué du 19 avril, où, grâce à vous Diane, on a pu publier cette image. Donc vous le trouverez sur Facebook. Donc leur ricanement s'avère lourd de signification. Et si vous n'avez pas encore compris, dans ce contexte, après les témoignages à charge, entre autres de messieurs Benjamin Mouton et Philippe Villeneuve que j'ai cités, anciens et actuels responsables architectes de Notre-Dame, le ministère de la Culture vient d'interdire aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews au sujet de la cathédrale Notre-Dame. Qu'est-ce que cela veut dire? Surtout, ne venez pas dire que cet incendie, tel qu'il s'est produit, n'est pas possible sans une main criminelle. Ah, parce que si on commence à penser à ça, on va chercher quelle était la main. Et ça, surtout pas. Vous voyez, quand on cherche, on trouve. C'est pour ça que je faisais une allusion tout à l'heure à mon désir de mener une enquête policière. À qui profite le crime? Alors, je voudrais revenir sur un élément fondamental pour la compréhension éventuelle de ce qu'implique l'incendie de Notre-Dame. Quel est, parmi les trésors artistiques et religieux que renferme Notre-Dame, celui qui, aux yeux des catholiques, représente le plus de valeur? Je vous écoute. La couronne. La couronne des Pins. Exactement. Du Christ. La couronne du Christ est aussi un morceau du bois de la croix où fut crucifié le Christ d'environ 20 cm, symbole de son martyre voulu par le sang Édrin. Vous imaginez si, à l'occasion de cet incendie, si ces symboles avaient brûlé. Ce que cela représentait comme symbole. À qui profite le crime? Alors faisons un petit peu d'histoire. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, qui était un empereur latin. Il était en grande difficulté financière, et de ce fait, il décide de mettre les reliques en gage auprès des banquiers vénitiens pour en obtenir des crédits. Et Saint-Louis, ayant vent de la transaction, intervient alors, dédommage les Vénitiens, et le 10 août 1239, le roi, suivi d'un brillant cortège, accueille 22 reliques à Villeneuve-l'Archevêque.
le 19 août 1239, la procession arrive à Paris. Le roi se défait alors de ses atours royaux et endosse une simple tunique. Et pieds nus, aidé de son frère, il porte la Sainte Couronne jusqu'à Notre-Dame de Paris avant de déposer l'ensemble des reliques dans la chapelle du palais. Pour les conserver, il fit édifier un reliquaire à leur mesure, la Sainte-Chapelle. Durant la Révolution française, les reliques seront déposées à la Bibliothèque nationale, puis ensuite, à la suite du Concordat de 1801, elles seront remises à l'archevêque de Paris, qui les affectera au trésor de la cathédrale le 10 août 1806, où elles se trouvent toujours aujourd'hui. Pas tout à fait, puisque ça a été transféré, comme vous le savez. Et apparemment, ça se trouve au musée du Louvre. Je me demande bien pour quelle raison au musée du Louvre. Qu'est-ce que cela cache encore? Donc vous comprenez que si je fais ce rappel historique, c'est parce que, en pleine hystérie anticatholique d'aujourd'hui, au travers de ces dégradations, de ces souillures, de ces sacrilèges et de ces tentatives d'incendie de nombre d'églises en France, on peut se demander si au travers de l'incendie criminel de Notre-Dame, ce n'est pas ce symbole unique de la chrétienté, la couronne du Christ, qui était visée. D'où le sens de la déclaration de Baruch Marzel, que je citais tout à l'heure, dirigeant du parti israélien Otzma Yehudit, se réjouissant de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, évoquant, je recite, une punition divine, évidemment de Yahvé, car le Talmud a été brûlé devant cette cathédrale en 1200. Plus de ça, je crois qu'il se trompe de date. Or, l'autodafé a été l'œuvre de Saint Louis, celui-là même qui avait apporté la couronne d'épines du Christ à Notre-Dame, où se trouve aussi la tunique qu'il revêtait lors de la cérémonie. Alors, je suppose que vous imaginez déjà que ceux qui écouteront dans certains milieux cette conférence vont dire, voilà, encore un esprit troublé par les thèses du complotisme. Ben oui. Ben oui. C'est bien ça que j'entends dénoncer. Je suis un complotiste, parce qu'il y a complot. Ce que j'entends dénoncer. Alors je dois tout de même attirer votre attention tout de même sur la complexité de ce qui semble être la procédure la plus crédible de cet incendie. L'histoire de ce produit qui a été enduit sur la charpente, qui a précédé d'un mois et quelques l'incendie. Or, vu la complexité et les moyens requis, ce n'est pas à la portée du premier terroriste venu. Ça ne peut être qu'à l'abri d'une action d'État. La question est de savoir lequel ou lesquels. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur la notion de la théorie du complot, qui est un terme qui fut inventé, il faut le savoir, par la CIA. Ça remonte à l'époque de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, en 1963, en vue de neutraliser les sceptiques qui ne croyaient pas à l'hypothèse officielle de l'assassin désigné, et qu'il y avait autre chose derrière cet assassinat. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je crois que vous m'avez compris. Il faut savoir que la théorie du complot est une science enseignée à Harvard sous l'égide de Leo Strauss, de l'école de pensée de Francfort.
Tiens, tiens. Père fondateur des néoconservateurs, c'est-à-dire les anciens trotskistes juifs américains, avec Norman Podhoretz, lui aussi ancien trotskiste juif. Aussi, ne trouvez-vous pas étrange que l'on vienne nous accuser d'être des complotistes, alors que par leur seule existence, ils sont eux-mêmes un complot permanent, où qu'ils soient dans le monde. Merci de votre attention. Merci. Monsieur. Vous avez exploré beaucoup de voies. Comment? Vous avez exploré beaucoup de voies, mais il y en a une qui n'a pas été explorée. C'est comme pour le 11 septembre. Comment? Oui. Il y en a une qui n'a pas été explorée. Alors, sur les tours du 11 septembre, c'est à peu près sûr, aujourd'hui on le sait, que le désavantage des tours revenait plus cher que de détruire et refaire les tours. Puisque les tours n'étaient plus adaptés aux nouvelles technologies pour en faire des immeubles de bureaux viables. Pour Notre-Dame, donc, on a imaginé de les faire écouler. Ça, c'est la chose la plus sensée. Je ne dis pas par qui, par quoi, mais c'est une solution pour se débarrasser d'un objet gênant. Alors, Notre-Dame, il y a quelque chose qu'il faut bien savoir. D'abord, excusez-moi, ce n'était pas du chêne, c'était du châtaignier, donc bien plus résistant, et il n'y avait que la flèche qui était en chêne. avez-vous un texte là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Hein, on les a. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, le châtaignier, comme on le sait, ça résiste mieux aux araignées et tout ça pour éviter justement. Écoutez, il y a bon, je comprends très bien. C'est intéressant. De nous faire tout de même une petite parenthèse. Il est tout de même étrange que les responsables architectes de Notre-Dame de Paris, l'ancien pendant 13 ans et l'actuel, parlent de structures en chêne. Moi, je vous dis, bon, j'ai d'autres sources, hein, moi aussi, j'ai d'autres sources, mais aussi là. Alors, maintenant, le problème, je suis d'accord avec vous, ça c'est certain, d'une volonté de restructuration de Notre-Dame, pour en faire un centre commercial. J'appelle ça comme ça. Il y a un problème, donc, c'est la toiture. Qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? Quand vous voyez aujourd'hui dans les milieux de l'archéologie, j'en ai pratiqué pendant 30 ans, vous trouvez une balle de plomb de la 18e hein, ou napoléonienne, on n'a pas le droit d'y toucher. Il faut prendre des gants et les mettre dans un sachet, le refermer comme si c'était de l'anthrax. Là, nous avons des tonnes de plomb. Qu'est-ce qu'on fait avec ce plomb? La solution, c'est de le détruire, le faire fondre, on le détruit. C'est tout, c'est terminé. C'est détruit. Donc là, on va utiliser des moyens beaucoup moins onéreux pour la décontamination. On va venir avec des gens en scaphandre, on va, comme pour l'amiante, et hop, on va refondre tout ça et on va le recycler. Ça ne revient pas cher, à comparaison d'une décontamination de la charpente. La charpente, si elle doit être reconstruite, elle dit à l'identique, elle ne pourra jamais l'être, tout au moins la couverture. Le moindre des mal, c'est de la faire en cuivre, pas en zinc. Le zinc, ici, ça dure 15-20 ans à Paris. Donc, le cuivre, donc le leurre de la cathédrale identique, c'est fini, ça n'existera jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, la décontamination du plomb. N'oubliez pas qu'Airparif s'est inquiété de savoir s'il n'y avait pas eu des vapeurs de plomb sur Paris. Mais on est fou, quoi. Le plomb fond en dessous de 1000 degrés. Donc le plomb a ruisselé sur la cathédrale et même en tombant, c'est refroidi. Vu la chute d'environ 20 mètres, à peu près. Il s'est refroidi en arrivant au sol. Voilà. Donc moi je suis persuadé qu'effectivement il y a une volonté de détruire Notre-Dame, de faire de Notre-Dame un centre commercial. Quel beau volume!
cette toiture. On rehausse un tout petit peu, d'environ 1 mètre, 1,50 m, ça ne se voit pas du sol. Et alors, la restructuration de Notre-Dame en 5 ans. Mais c'est faisable. Avec quoi? Du béton moulé. Bon, ouais, c'est évident, bon, c'est tout ça. Bon, écoutez, Non, mais c'est intéressant, je comme vous me dites, ça. j'attends les documents que vous me dites avoir, Ouais. mais je réinsiste là-dessus, c'est tout de même curieux que tout de même 2 spécialistes reconnus qui ont été responsables de Notre-Dame, l'ancien et le nouveau, n'évoquent pas le châtaignier, mais le chêne. Non, c'est le château. Bon, alors, Monsieur Devant d'abord, vous après, vous après. Quelques observations. Vous avez parlé du rabbin Twitou. Son frère était propriétaire du Bataclan. Que personne n'évoque. Il a vendu juste avant les attentats. Tout à fait. Avec ses partenaires. Rappelez-vous, le 11 septembre, Larry Silverstein Voilà. et son bal amphithéotique sur les... moyennant quoi il a eu de belles indemnités des assurances. Aucun Évident. lien. Deuxième observation à propos de M. Benjamin Mouton. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est sur Internet. Samedi dernier ou le samedi d'avant au Gilet jaune, il y a une interview du patron catholique d'un bureau d'études techniques, ingénieur, qui est un ami personnel de M. Mouton, qui avait été dont le cabinet le bureau d'études techniques avait fait l'objet d'un appel d'offres. Enfin, il y avait eu un appel d'offres pour la restauration d'un certain nombre de choses à Notre-Dame, et son bureau avait été consulté. Et il a dit très clairement que M. Mouton avait reçu des menaces de mort et qu'on lui avait dit de la fermer. Alors, je ne le savais pas, j'enregistre. La vidéo. Avez-vous un lien là-dessus? Oui, je vous l'enverrai tout à S'il l'heure vous plaît. demain. Enfin, je vais essayer S'il de vous ne pas plaît. oublier. S'il vous plaît, Très très intéressante intéressant. vidéo parce qu'il son bureau d'études techniques est spécialisé dans les calculs. Enfin là, on n'est pas dans la médecine, mais dans la, si on peut dire, dans tout ce qui est calcul pour les, si vous voulez, les lois. Comment dit-on en architecte, les lois physiques, si vous voulez, Oui, l'architecture. oui, je comprends. Très intéressant. Le bonhomme parle pendant quasiment 30 minutes. C'est un ingénieur, bureau d'études techniques. Très, très intéressant. Dans le désordre complètement, il y a une autre vidéo qui a été faite par Élise Lucet, où on voit très clairement qu'il y a une explosion sur la face sud de Notre-Dame. On voit cette explosion qui a été diffusée sur Internet. Le chêne n'explose pas. Enfin, moi, Exactement. Je ne suis pas, ce n'est pas mon domaine du tout. Chêne ou châtaignier? Chêne, peu importe, chêne, châtaignier, plonzin, enfin ou autre, ce n'est pas mon boulot, mais il y a une explosion. Un toit en... C'était l'amorce, Voilà. sur un matériel préalablement traité. Voilà. Alors l'autre... D'où le fameux enduit. Voilà. Il y a une autre vidéo d'un autre architecte spécialisé en bâtiment. Alors là, il faut que je la retrouve, que j'ai vue la semaine dernière, qui expose cette idée selon laquelle l'entreprise vosgienne qui a fait le traitement, non pas pour des champignons, non pas pour des insectes, mais pour de la mérule, alors que la mérule n'attaque que la face ouest de la France. Il n'y en a pas à Paris, il n'y a pas de mérule à Paris, d'accord? C'est uniquement sur les villes côtières, Bordeaux, La Rochelle, la Bretagne, Non, et etc. puis le même argument que j'ai donné tout à l'heure dans la conférence, pourquoi la mérule n'attaquerait qu'aujourd'hui alors que pendant 800 ans, Étrange. 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 Et cette entreprise vosgienne, c'est ce que vous avez développé, se serait vu donner des boîtes de traitement chargées de nanothermie. Tout à fait. Ça, c'est la thèse. Tout à fait, ça Et me puis, semble plus logique. Dernière chose, là, le 23 avril dernier, ça n'a rien à voir, mais tout ça, ça fait partie du même complot. Le colonel Régis Chamagne, je ne sais pas si vous voyez qui il Oui, est. oui. Bon, qui n'est pas forcément des nôtres, peu importe, a fait une conférence à Montpellier. La conférence est plus ou moins intéressante, il donne des informations, et au début de la conférence, il dit « Je viens d'apprendre que depuis que Benalla, alors désolé, c'est pas pour machin, que depuis que, et je rebondirai sur ma dernière observation, que depuis que Benalla a été foutu à la porte, il y a une reprise en main complet de services de sécurité Tout à fait. l'Élysée, Tout et à que fait. ce sont les gardes du corps de Macron sont des agents du Mossad. Oui, je sais. Comme Benalla, Non, Je non, sais. mais alors c'est pas sûr ça. Tout à fait. C'est pas sûr. Enfin, là on est... Déjà Benalla l'était. Benalla l'était, oui, oui. Et donc deux dernières observations. Donc à propos de Benalla, beaucoup de gens se demandent dans l'entourage de l'Élysée, enfin dans les corps supérieurs de l'État, si l'affaire de Notre-Dame, ça n'est pas pour aussi faire un contre-feu, c'est le cas de le dire, par rapport à Benalla. Donc, il faut Oui, tourner oh. l'attention parce que ça devient... Oui, non, mais non, non, ça, non, Parce que non, la non, justice non, va non, je ouvrir crois que les ça a une dossiers de dimension Benalla. beaucoup plus importante.
Beaucoup plus importante. Non, non. Et puis, alors, ce qui est quand même curieux, c'est que quand vous allez à la synagogue de la rue de la... Enfin, j'y vais pas, mais à la synagogue de la rue de la Victoire, vous avez des opérations, des sentinelles, d'accord, qui sont en permanence, H24, 7 jours sur 7, 305 Bien jours sûr. par an, avec le FAMAS, enfin, ou le fusil Mais bien mitrailleur. entendu, Ça, mais fusil bien entendu. mitrailleur. Mais Notre-Dame, il n'y a personne. Ah, non, non, non. Alors que quand vous allez, j'étais il y a 10 ans visiter le Duomo à Milan, et c'est l'armée italienne qui contrôle les entrées et toutes les sorties du Duomo, la cathédrale de Milan. Pourquoi le gouverneur militaire de Paris ne dit pas on protège telle ou telle chose? N'est-ce pas le gouverneur de Paris qui disait que si on lui disait, si on lui donnait l'ordre de tirer sur les gilets jaunes, il le ferait. Absolument. Leray, c'est une saleté. Hein. Et Tout à Georges fait, Lain, Leray, membre du siècle, Leray, général Leray. est considéré comme un agent de la CIA. Vous avez parlé de Oui, Georges Lain tout à oui, l'heure. oui, oui. Chargé, c'est une Mais bien entendu, c'est la même bande. saloperie vivante. Cette armée française, ne m'en parlez pas d'ailleurs. Si vous avez mon livre sur l'armée française, vous allez en découvrir des choses à son sujet. Monsieur Derrière. Moi, je voudrais revenir sur l'insecticide gélifié, en fait. Oui. C'est le mot gélifié qui me dérange, parce qu'étant donné la nature de l'embrasement, les couleurs des fumées, je vous invite à regarder la composition chimique et la composition technique du napalm. Vous allez voir, c'est intéressant. Ah oui, mais tout à fait. Non, mais c'est certainement... Il y a un principe prédisposant à l'incendie dans ce produit-là. On n'en sait pas beaucoup plus. Et Mais voilà. c'est une piste d'investigation. Moi, je suis électricien de métier. Vous êtes quoi? Électricien. Oui, Et de la détection incendie, j'en ai déjà fait. Et ça, c'est impossible. C'est forcément vous. très intéressant. Alors écoutez, monsieur, j'aimerais que vous m'envoyiez votre témoignage. Ah, forcément voulu. C'est impossible avec Monsieur. le système qu'on a que ça arrive, ce genre de choses. Monsieur, je voudrais que vous m'envoyiez votre témoignage sur mon mail. Ah, vous savez, tout ce qui est électronique, j'évite. Vous n'êtes pas obligé de signer, hein, vous mettez simplement les initiales. Mais votre degré de spécialisation. Bon, bah, de toute façon, moi je suis pas M'intéresse. spécialisé, moi je fais du D'accord. confort. Mais- Bon, alors attendez, j'ai vu, madame. Alors vous avez toujours dit la politique d'abord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat spirituel? Parce que je trouve que Alors. l'incendie, ça nous rappelle que Mais la France est la écoutez, fille aînée de l'Église. si vous avez bien suivi, Oui. et je crois que vous avez très bien suivi, parce que je vous surveille du coin de l'œil. Mais est-ce Qu'est-ce que j'ai dit dans ma conférence? Est-ce que toute ma conférence n'est pas basée justement sur le symbole symbole religieux que représente Notre-Dame? Mais, chère madame, que voulez-vous de plus? Oui, mais en politique, en ce moment, il n'y a aucun homme politique qui allie les deux. C'est-à-dire le combat politique et spirituel, parce qu'en face, le Mais Sanhédrin, écoutez, il est- alors là c'est curieux parce que j'ai parlé tout à l'heure de François-Xavier Bellamy. Or, dans la plupart de ses interventions, il revient constamment sur les origines chrétiennes de la France et de l'Europe. Judéo-chrétienne, j'en parle. Non, 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 non. C'est à la suite de son entretien avec Attali, où Attali lui a fait tout un cinéma pour contredire la thèse de Bellamy qui parlait de civilisation helléno-chrétienne. D'ailleurs, il était allé en Grèce, justement, tout dernièrement, pour se replonger dans l'atmosphère de l'hellénisme. Et Attali, avec ça, il fallait voir, il faut voir. Je crois qu'on peut encore la voir sur Internet. Je l'ai vu en entier. C'est la duplicité de cet Attali, qui n'a pas pris de front Xavier Bellamy, qui a dit « Oui, vous parlez de les origines chrétiennes de la France, mais je vous signalerai que c'était tout de même des origines judéo-musulmanes. » Textuellement. Et toujours la même optique, la même anxiété des Juifs de se servir des musulmans contre nous. Toujours. Systématiquement. Donc voilà, je crois que j'ai répondu tout de même à votre question. Et alors, pour compléter, si vous voulez, l'image, une chose sur laquelle je reviens régulièrement, c'est que, en fait, dans tout débat politique, philosophique, etc., il y a trois éléments. Éléments religieux dans l'ordre ou dans le désordre. Éléments religieux, éléments philosophiques, éléments politiques. Les trois doivent être compatibles entre eux. Si quelqu'un prend position de façon cohérente sur la religion
mais ne suit pas sur le plan religieux et politique, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Je terminerai là ma démonstration. Monsieur. Quelle relation comment vous interprétez la concomitance de la conférence télévisée que devait faire Macron le 15 au soir et la survenance de l'incendie? D'une part. D'autre part, il y a un autre fait qu'il faut peut-être mettre en relation, c'est l'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande de la part... Oh, il n'est pas le seul. Voilà, donc il y a ce fait-là. Et ensuite, troisième et dernière question, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils ont quelque part loupé le coup? Parce que beaucoup de gens sur Internet signalent que beaucoup de Français étaient incrédules de ce qu'on essayait de leur faire gober le soir du 15. Voilà. Non, mais il est évident qu'on est en pleine manipulation de l'opinion publique. Il est certain que Macron est en très mauvaise posture avec l'histoire des Gilets jaunes. Il essaye de gagner du temps, il n'y a pas d'autre expression, il attend que ça se calme, qu'il ne sait pas comment faire autrement. Il n'est pas question pour lui d'infléchir sa politique, ça c'est clair et net, parce qu'il est un élément. Il obéit à des forces, et qui l'ont mis en place. Donc, comment est-ce qu'il peut se débrouiller? Mais en tout cas, moi je crois que, enfin j'espère, mais ça me semblerait tout de même cohérent, ou alors il y aura des tripatouillages dans les urnes, mais je pense qu'ils vont faire un mauvais score aux européennes. Et je vous dis que si on veut bien démontrer l'escroquerie de Macron, il faut que son parti arrive en 3e position aux européennes. De préférence, d'abord les Républicains, ensuite le Rassemblement National et ensuite Macron. Il faut que ce soit une paire de claques. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que je me suis décidé avec mes amis à dire voter et faire voter pour Bellamy. Bellamy me semble le moins mauvais, je dirais pas le moins pire, le moins mauvais parce qu'il a tout de même le courage et aujourd'hui le seul homme politique qui ose parler de nos racines chrétiennes. Encore beaucoup plus nettement que Fillon ne l'avait fait. Monsieur. Vous avez parlé, est-ce que je suis arrivé en retard, je ne sais pas si vous avez parlé de la il y a eu l'incendie de Notre-Dame et à la même heure J'en ai parlé. J'en ai parlé. Et le rabbin de Guitou, il a manifesté là, sur Internet là, pour cette histoire-là? On va parler du rabbin. Non, j'ai rien vu. Non, mais... On a parlé pendant la conférence. De toute façon, j'ai cité tout et tout une fois de plus. Ça, ce sont des citations qu'il faut mettre sous les yeux de vos amis autour de vous. Tout est dit. Tout est dit de leur manœuvre. Tout et tout, il raconte tout. Oui. Moi j'ai été surpris à la suite de l'incendie, donc le soir du 15, de la réaction de mon entourage personnel, professionnel ou privé. Pour moi personnellement, j'ai été très ému de ce qui s'était passé, mais j'ai pas noté autour de moi dans le quotidien de débat autour de ça, et ça m'a beaucoup interpellé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par là que... Pour moi, c'était quelque chose, c'était un événement majeur, et oui? je n'entendais pas mon entourage en débattre comme quelque chose de majeur. Et pourtant, il y a l'effet de sidération qui est sans doute calculé. Oui, il y a un effet de sidération certainement, une perplexité, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et rappelez-vous ce que j'ai cité, des réactions de partis qui sont tout de même pas des partis catholiques, hein. Parti communiste, Parti socialiste, La République en marche, le truc de Mélenchon. France Insoumise. C'est tout de même curieux. Il n'y a pas du Les train gens en sont marche. touchés dans leur identité. Pardon? Il n'y a pas du train en marche. De prendre le train en marche. Je ne sais pas, c'est tout de même curieux. Non, j'ai l'impression que ça a été un électrochoc pour certains, qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de ce qui constitue la France qui s'écroulait. Et que bon gré mal gré, ils étaient touchés par ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je constate simplement leur réaction. Et c'est un fait, ça. Monsieur, attendez, pardon. Moi, j'étais très surpris par contre par la rapidité des campagnes publicitaires et d'affichage dans les réseaux de transport pour les dons. Ça a été super vite. Ça a dû prendre 24-48 heures à croire que tout était déjà prêt d'avance. Ce ne serait pas la première fois. Je vais te faire quand même une observation, et vous n'en avez pas parlé, c'est qu'avant cette affaire de Notre-Dame,
Il y a eu le suicide de Dominique Vénère sur l'hôtel de Oui. Et puis il y a eu un autre événement, c'est que les Femen s'étaient mis les seins à l'air Tout à au fait. moment du bourdon, et que la justice française, parce que je connais bien l'avocat qui est un de mes confrères, donc qui a défendu l'archevêché, et ce ne sont pas les Femen qui ont été condamnés, ce sont les videurs de Notre-Dame Ouais, exactement, tout à fait. qui ont été condamnés par la justice pour avoir dégagé les Femen. Non, mais écoutez, ce sont des choses que je connais. Non, mais j'ai voulu aller à Oui, l'essentiel. bien sûr, mais J'ai voulu aller à l'essentiel, sinon bon. Il faut, vous savez, quand on veut faire une démonstration, il faut être tout de même relativement concis et ne prendre que les choses qui sont le plus fondamentales et le plus prouvables. bien sûr, mais c'était pas L'histoire des femelles, bon, disons que c'est anecdotique en soi. Ça a une signification aussi. Bon, d'abord, c'est relativement ancien par rapport à l'événement en question. Mais je suis entièrement d'accord, il est évident qu'on a face à nous des gens qui haïssent notre religion. Sinon, il n'y aurait pas, j'ai dit combien, 877 incendies ou profanations d'églises en France. En 77. Alors aujourd'hui, curieusement, on ne trouve plus les chiffres. Curieux. Le chiffre a été donné aussi sur Internet par Laurent Glosy et on dépassait le millier. Alors j'aimerais savoir d'où il tire ces chiffres. Je peux vous Vous en pouvez lui demander. Oui, ça m'intéresse. Il y a déjà un site qui s'appelle Christianophobie qui recense tout ça sur Internet. Moi, ce qui m'a amusé, c'est que c'est le retour des indulgences, en fait. Ces dons de grande fortune qui... ça m'a fait tout de suite penser au retour des indulgences. Et je pense qu'à l'époque, l'Église et la monarchie redistribuaient l'argent par la construction. Et donc, Oui, oui, les exactement, c'est très intéressant. Mais j'apprécie beaucoup votre humour. C'est comme ça. Oui, tout à fait. Et puis j'avais fait aussi une information incendie où il nous avait montré une petite vidéo sur l'incendie du stade de Bradford. C'était un stade en sapin qui a brûlé en 5 minutes avec de la fumée noire. Voilà. Le problème, c'était du sapin. Ouais, c'était de la fumée noire. Et de la fumée noire. Alors, Moi, j'ai essayé de faire démarrer. je suis tout à fait votre regard. Le sapin a été coloré. C'est évident. Et enfin, quand j'allume un barbecue, d'une part c'est de la fumée blanche et puis j'ai assez de misère à faire démarrer quand même. Non, mais il est évident que c'est un acte criminel, ça. Moi, je voudrais Il ne rajouter peut un truc. plus y avoir le moindre doute là-dessus. Le problème est de savoir qui a fait le coup. Qui au singulier ou au pluriel. On ne saura jamais, l'enquête, elle n'est pas d'enquête. On ne le saura jamais, il ne faut jamais dire jamais. 1200. Il ne faut jamais dire jamais. Il y aura peut-être quelqu'un qui viendra se vanter un jour. C'est jamais. Je voudrais En rajouter- tout cas, on a, pour nous, ça semble à qui profite le crime. On pourra peut-être avoir des précisions. En l'occurrence, je ne dirais pas chercher la femme, je dirais plutôt chercher le Mossad. L'accident du Macron, hein, c'est ça. Hein. Macron, bah, évidemment, puisqu'il en fait partie, directement ou indirectement. Autre question, monsieur? Tout à l'heure, vous sembliez appeler de vos voeux une réaction populaire. Oui. Alors, il y a une vidéo que j'ai eu l'occasion de visionner très récemment d'une personne qui s'appelle Georgia Pouliquin et qui est une jeune femme très courageuse qui intervient sur différents sujets, notamment les gilets jaunes. Et l'occasion de faire dans cette vidéo, eh bien, sa réaction concernait justement l'incendie de Notre-Dame. Et c'est à voir, c'est vraiment à voir. J'ai le lien, si vous voulez. Ah oui, envoyez-moi ça, s'il vous plaît, oui. Et elle ne se réclame pas d'un courant de pensée ou d'une confession particulière. Donc c'est d'autant plus intéressant. Ah oui, certainement, effectivement. Non, mais... Je l'ai trouvé, Oui. aussi. Je l'ai trouvé aussi le lien hier soir. D'accord. Bon, autre question? Moi, c'est Monsieur. juste une remarque. En fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la levée de doute, un agent de levée de doute qui est censé aller sur les lieux où il y a l'alarme incendie et tout ça. Moi, je travaille dans un milieu, je sais pas si je peux le dire en fait ici. Je travaille en centrale nucléaire et en fait, on a le même procédé, c'est-à-dire qu'il y a des agents de levée de doute.
Ensuite, il y a une seconde équipe d'intervention. Et je pense que sur un monument comme ça, ils ont réfléchi déjà à tout ça. Donc normalement, ça doit marcher. Tout à fait. Et après, il y a la sectorisation, il y a tout ça. Donc rappelez-vous que j'ai fait allusion justement au problème de brusquement, non, pas les portes, bon, les portes, d'accord, brusque interruption ou panne du système d'alerte. Bizarre, alerte à l'intérieur de Notre-Dame et alerte au point de vue de l'alerte des pompiers. Il y a un problème là. Or, on sait très bien, et notamment, on sait très bien qu'aujourd'hui, notamment dans l'affrontement entre les États-Unis et la Russie, l'affrontement se fait par paralysie des systèmes de guidage, de détection et autres. Donc on peut très très bien brouiller les signaux d'alerte à distance. Ah bah c'est un coup des Russes, à tous les coups. Poutine, évidemment. Bravo. Je pense que dans ce genre de monument, d'endroit, il devrait y avoir une sécurité incendie. C'était pas le cas à Notre-Dame. Mais si, on en a parlé. Des agents. Mais il y a. Ah, il y en avait alors. Il y a, mais bien entendu, il y a. Mais l'architecte que j'ai cité, Benjamin Mouton, en parle, et ça a été dit, répété, etc., qu'il y avait, tout était prévu en général. Et alors pourquoi y a-t-il eu ce blog de l'alerte? C'est ça qu'il faudrait savoir. J'aimerais savoir quand est-ce qu'ils vont enfin trouver les papiers d'identité dans les centres. Excellent. Monsieur? J'ai eu l'occasion de faire un petit chantier à la BNF, l'ancienne, pour une intervention sur un petit bout de tuyau de chauffage central. Vous avez un pompier avec 3 extincteurs à côté du gars qui soude. Et un vernis-feu aussi. Tout à fait, vernis-feu. Et une heure après, il y a un repassage d'un agent de sécurité. Non, mais c'est évident. Là, on intervenait au dehors, sur la toiture. Alors, le propos des mégots. Les mégots ont été trouvés dans les chéneaux, c'est-à-dire les gouttières. Voilà, donc si on laisse tomber un mégot sur une plaque de plomb, ça ne risque rien. C'est évident, non, mais ça tient pas la route, cette histoire. Puis vous disiez justement que avec la chaleur qui s'était dégagée, le plomb avait fondu. Donc, c'est pas possible. Une remarque, j'ai été choqué par la publicité dans les transports en commun parisiens, juste au lendemain du 15, sur un appel aux dons. Sur la quoi? Appel aux dons. Appel aux dons. Ah oui, bien entendu. Appel aux dons spontanément. Bien entendu, oui, bien donc, entendu. Ça sent l'action préméditée. Mais bien entendu. C'était immédiat, c'était vachement spontané, on est vraiment efficace sur certains sujets. Par ici, les petits sous-sous. C'est toujours présent. Et surtout quand on apprend justement que toutes les donations qui ont eu lieu jusqu'à présent ne vont pas dans une fondation attachée justement à la reconstruction de Notre-Dame, mais dans la poche de l'État, le pire est en attente. Pour entretenir et rénover des c'est ça. Les synagogues. On peut se demander aussi ce que va devenir tout cet argent, parce que je pense que la reconstruction, ça va quand même pas coûter 1 milliard. Certainement. Ah ben c'est évident. Alors, il y a aussi un certain nombre de personnes qui s'indignent de l'état dans lequel se trouve le patrimoine architectural religieux de France. Est-ce que ça va servir à enfin se préoccuper d'un certain nombre de bâtiments religieux? Des hôtels dedans, des restaurants. Oui, alors... Bientôt on fera des bordels aussi. L'Élysée est déjà un bordel. Vous avez vu les troupes de noirs homosexuels qui défilent. C'est la mode. Il faut des femmes dans les bordels. Bon, eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je suis à votre disposition pour vous dédicacer les livres.